Jérôme, roman de Jean-Pierre Martinet, deuxième chapitre, seconde partie. J'avais beau faire des efforts surhumains pour me montrer courtois envers M. Cloret, je sentais la haine grandir en moi, une haine incontrôlable. C'était la guerre silencieuse, secrète, entre mon mohair gris et sa cravate rose bonbon. Il y avait des vibrations lumineuses qui affolaient mon œil droit et le faisaient sauter dans son orbite. Impossible de savoir qui sortirait vainqueur de ce combat souterrain. J'ai murmuré à l'oreille de Solange, « Inutile d'engager les paris, la compétition va être très serrée. » « Vous disiez quelque chose ?» m'a demandé M. Cloret, visiblement intrigué de me voir parler tout seul, même à voix basse. « Il m'a semblé que vous remuiez les lèvres. »« Rien, monsieur. Je vous assure que je ne disais rien. J'étais simplement en train de penser que je ne méritais pas l'intérêt que vous me portez. » Je voulais le rassurer à tout prix, ne pas lui montrer mon malaise, paraître humble et soumis. Peine perdue. La peur déformait le visage de M. Cloret. Toute la partie gauche commençait à s'effondrer, comme un masque de caoutchouc qui aurait mal adhéré à la peau sur une moitié de la figure seulement. Les fleurs noires s'agitaient de plus en plus violemment, là-bas, sous les troènes. Le feu couvait comme dans une forêt de pins en plein cœur de l'été. Solange avait beau me conseiller de rester calme, de ne pas déclarer la guerre à M. Cloret, du moins pas tout de suite. Tout en lui m'était blessure intolérable. Ses cheveux blonds sales, son regard délavé et pourtant sans transparence, son odeur, cette manière qu'il avait de m'humilier avec sa culture et ses sempiternelles citations, et surtout, ses vêtements vulgaires, agressifs, qui n'étaient pas ceux que Polly aurait mis si elle avait été un homme, au lieu d'être une grande fillette de 15 ans. Je me demandais pourquoi un tel homme vivait alors qu'il se haïssait et qu'il haïssait tout le monde dans cette ville, à commencer par moi. Peut-être cherchait-il en vain depuis des années, comme tous ceux qui se méprisent sans oser se l'avouer, quelqu'un pour l'aider à mourir. Il a murmuré faiblement, sans conviction, que le Christ me préférait aux autres parce qu'il y avait en moi une force étrange qui me rendait semblable aux saints et aux petits-enfants. J'ai pensé avec une ironie amère qu'il ne croyait peut-être pas si bien dire quand il parlait de ma force étrange. Il y avait une telle accumulation de colère dans mes bras que je ressentais des démangeaisons jusqu'au bout des doigts. Mon corps s'enfonçait lentement dans une obscurité pleine d'élancements et de sueur, de désir et d'angoisse. Solange aussi disait parfois qu'il y avait une force étrange en moi et que, par moments, elle avait peur de moi, exactement comme M. Cloret, surtout lorsque je touchais ma tête ou mon bras et que je lui avouais en baissant les yeux que j'éprouvais l'impression étrange d'effleurer la tête ou le bras de quelqu'un d'autre, un inconnu qu'il me semblait pourtant avoir déjà rencontré plusieurs fois, dans ma chambre ou sur les boulevards, et qui se serait tenu à côté de moi sans rien dire, étranger et familier, sans colère, sans tendresse, dans la lumière argentée des nuits d'insomnie. J'ai fait remarquer à M. Cloret que Solange disait exactement la même chose que lui sur ma force, mais cela n'a pas eu l'air de le flatter du tout. Il m'a demandé, en masquant mal son irritation, d'oublier Solange pendant quelques minutes, au moins tant qu'il serait là, si du moins ce n'était pas au-dessus de mes forces. J'ai eu une irrésistible envie de lui jeter à la figure qu'il n'avait pas éprouvé la moindre gêne à me casser les pieds, pendant des heures, et peut-être même des journées entières, avec son Ferdinand et ses fleurs en papier dont je me contrefichais éperdument. Et puis d'ailleurs, si je l'insupportais tellement, qu'attendait-il pour décamper? Je ne lui avais rien demandé, moi, mais j'ai préféré me taire, car ma maman n'aimait pas quand j'étais grossier avec les gens. Et de toute manière, maintenant, c'était raté. Tout était fini. Il était bien trop tard pour aller guetter Polly à la sortie de l'école. « Laissez-moi tranquille avec Solange. Je vous en supplie, Jérôme, » a repris M. Cloret d'une voix plaintive. « Ce n'est pas d'elle que je suis venu vous entretenir. Et puis d'ailleurs, plus personne ne peut rien pour elle. Non, oublions-la, mon ami. C'est vous qui m'intéressez. Vous, car Dieu vous a confié à moi, que vous le vouliez ou non. » Il avait l'air très excité tout à coup, presque menaçant, dans l'air épais, et je n'ai pu m'empêcher de songer à d'anciennes images de ma collection de Tarzan, des crocodiles géants, rougeâtres, dans les marais du pays de l'ombre.
Son regard glacial émergeait à ras de l'eau boueuse et il me guettait. Oui, la guerre était inévitable entre nous désormais. J'en étais de plus en plus persuadé. Lui aussi me haïssait. Il haïssait mes vêtements, mon chandail en mohair gris, mon pantalon en flanelle bleu sombre soigneusement repassé par ma mame, mes chaussettes jaunes en coton. Il haïssait mes 150 kilos, toute ma graisse, la moindre fibre de mes muscles, chaque organe de mon pauvre corps, mon odeur, mon amour pour Polly, tout ce que m'avait appris Solange, et jusqu'à la plus secrète de mes pensées. Tout cela, il l'engloutissait dans sa bouche vorace. Il le mastiquait sans joie, comme une boulette de viande trop dure. Il en enduisait ses moustaches et leur donnait le tranchant de l'acier. Mais je n'avais pas vraiment peur, car j'avais décidé de ne pas utiliser cette force terrible qui s'accumulait en moi depuis un bon moment déjà, comme me l'avait conseillé Solange. Il m'a dit qu'il voulait attendre le retour de Madame Bauche pour la saluer et lui rendre compte de notre entrevue. Je lui ai répondu que c'était bien naturel, vu que c'était certainement elle qui lui avait demandé de venir pour me décider à travailler. Il a protesté avec une véhémence suspecte de son innocence. Il était venu de son plein gré, poussé par la seule force à laquelle il acceptait d'obéir, l'amour, et par le sentiment de la mission exaltante que Dieu lui avait confiée. Il a murmuré avec tendresse mon nom, Bauche, Jérôme Bauche. Un jour, voyez-vous, nous baignerons dans la même lumière radieuse. Vous, moi, Ferdinand, votre maman. Nous contemplerons la seule réalité, et cela n'aura pas de fin. Jérôme, tu me comprends, Jérôme? Si Dieu t'a donné ce nom si lourd à porter, c'est qu'il voyait en toi autre chose que ta misérable enveloppe charnelle. Oui, il te désignait. Il faisait de toi l'une de ses proies favorites, l'un de ces tendres agneaux dont son amour vorace ne peut se passer. Car c'est une chose terrible, Jérôme, que de tomber aux mains du Dieu vivant. Je l'ai interrompu sèchement. Je vous prierai de ne pas me tutoyer, monsieur. J'ai horreur de la moindre familiarité. Même Solange ne me tutoie pas. Alors vraiment, je ne vois pas pourquoi je l'accepterais de vous. Il s'est raidi dans son fauteuil et m'a regardé de nouveau avec froideur, comme si son amour hystérique pour Jérôme Bauche s'était envolé d'un seul coup. Je me suis dit que malheureusement, ma mame n'était pas près d'être de retour, étant donné sa fâcheuse tendance à s'arrêter dans tous les bistrots du quartier pour boire du pastis en écoutant les nouvelles. J'espérais que ça n'allait tout de même pas lui faire oublier ma salade de museau, car quand elle avait trop bu, elle n'avait plus toute sa tête à elle, et des fois, on la ramenait à la maison ivre-morte sans qu'elle ait fait la moindre commission, ou bien on me téléphonait pour que je vienne la chercher. Si, au repas, ce soir, je n'avais pas ma salade de museau vinaigrette, je serais de fort méchante humeur. Je le sentais bien, surtout que déjà, à cause du maudit parasite qui s'était incrusté chez moi et dont je n'arrivais pas à me débarrasser, je n'avais même pas pu entrevoir Polly, ni la moindre de ses copines. Je me moquais bien de me retrouver près de Dieu, avec Ferdinand et son père. Belle perspective en vérité, alors que je ressentais une drôle de brûlure dans le ventre, comme si Polly s'était cachée dans ma grande carcasse pour s'y agiter et essayer d'y mettre le feu. J'ai demandé à M. Cloret, sans doute pour me faire pardonner d'avoir été un peu désagréable, s'il voulait boire quelque chose. Il a croisé craintivement ses deux bras devant son visage, comme si j'avais essayé de le frapper. Puis il m'a avoué, après m'avoir remercié, qu'il ne buvait jamais d'alcool et qu'il ne fumait pas non plus. À vrai dire, il avait renoncé à tous les plaisirs depuis la mort de son petit Ferdinand, y compris les plaisirs de la chair. Mais il prendrait bien quelques noix, si j'en avais, en tout bien tout honneur évidemment. Il parlait tellement vite, en jetant à droite et à gauche des coups d'œil affolés, que je ne comprenais presque rien à ce qu'il disait. J'ai vaguement cru deviner qu'il essayait de savoir si Solange n'était pas rentrée, sans que nous nous en soyons rendus compte, mais je me suis réfugié dans un silence prudent. Je me sentais si déprimé que je n'avais plus la force de parler. Ma mame devait se traîner péniblement sous le ciel maussade, à la recherche d'un verre de pastis, mendiant les petites confidences troubles, les pauvres ragots glaireux dont elle faisait sa pâture quotidienne, et la journée achevait de s'effilocher dans l'odeur grisâtre de la solitude et du dégoût. Les malades, dans leur lit, se défendaient de plus en plus mal. On croisait sur les trottoirs des figures venues d'ailleurs. Les chiens bousculaient les passants avec des regards terrifiés. Les amis d'enfance portaient le deuil. M. Cloret m'a demandé une nouvelle fois
d'un ton un peu plus autoritaire si j'avais des noix. Sa voix me semblait si lointaine que j'ai eu l'impression qu'il me parlait du fond de sa tombe. Je lui ai répondu après un assez long temps d'hésitation qu'il devait en rester une vingtaine dans la cuisine, au frigidaire. Nous en gardions toujours quelques-unes, au cas où Solange débarquerait à l'improviste, comme cela lui arrivait de temps en temps. Il s'est étonné que nous soyons aussi légers pour conserver des noix au frigidaire. Cela ne servait strictement à rien, et même, pour être franc, cela risquait de les gâter. Sous le ton poli de M. Cloret, je devinais une agressivité qu'il masquait plus habilement en général. Le professeur Barelkowski était formel sur ce point. Des noix qui avaient séjourné trop longtemps au frigidaire pouvaient avoir un effet tout à fait déplorable sur la santé. Mais enfin, si je n'avais rien d'autre, tant pis. Je me suis levé de mauvaise grâce, non sans avoir auparavant foudroyé mon geôlier du regard, et je me suis dirigé avec une lenteur calculée vers la cuisine. Je n'avais vraiment pas envie de lui expliquer qu'il ne comprenait absolument rien à la psychologie des noix. Le sinistre imbécile. S'il avait été une noix, ne serait-ce qu'un seul jour de sa vie, ou l'espace de quelques secondes, au lieu de n'être qu'un bigot pompeux abruti par les livres, il aurait su que les noix, comme les brebis, ne peuvent vivre qu'à très basse température. Autrement, elles s'étiolent et crèvent lentement, presque sans souffrir, en rêvant aux sources froides, aux sources souterraines, dans leur prison de bois. Je me suis retourné et je les regardais à la dérobée avec un mélange de pitié et de colère. Comment avais-je pu penser quelques instants auparavant qu'ils se détestaient? Bien au contraire. Maintenant, il me semblait respirer le contentement, l'amour de soi, un amour sans limite, tout à fait répugnant. Il devait se sentir peu à peu envahi par un enivrant sentiment de supériorité, que venait sans doute renforcer le mépris immense qu'il éprouvait au fond de lui-même pour les pauvres débiles dont Dieu lui avait confié la charge. Je me rendais compte tout à coup que je n'étais que l'un des barreaux de l'immense échelle qui lui permettrait d'atteindre un jour la très haute idée qu'il se faisait de lui-même. Il m'écrabouillerait enfin, et avec quel plaisir, après m'avoir fait croire qu'il m'aimait et que Dieu m'avait choisi parmi des millions de déshérités et qu'il ne m'avait fait souffrir que pour me réserver dans son royaume un sort radieux, la première place. Mais moi, Jérôme Boche, je savais bien que c'était faux, du vent, putasserie fardée, que jamais rien ne rachèterait la souffrance d'être enfermé dans une montagne de chair de 150 kilos appelée Jérôme Boche. Une forteresse imprenable, bouclée là-dedans, oui, et torturée tous les jours, avec une cruauté raffinée, aucune issue, pas le moindre souterrain pour revoir la lumière du jour. J'avais beau essayer de gratter le sol, parfois, je n'arrivais qu'à m'écorcher les mains. Les repas à heure fixe, pas le moindre ray de jour. Je grattais la terre comme les bêtes. J'embrassais le salpêtre des murs. Je me barbouillais avec mon propre sang, mon propre sperme. Jeté là-dedans, oui, cela, cette horreur. On ne pouvait l'ignorer. Si seul, oui, si seul que mes excréments devenaient mes meilleurs amis. Seul tellement, avec cette horrible figure de moi-même pour me tenir compagnie dans ces oubliettes, jeté là sans poli, vraiment sans elle, sans musique et sans rien, si loin des sources souterraines et des petites filles du collège Semivolski, sans musique et sans rien, à guetter à travers le guichet de ma cellule, lorsqu'on me faisait la faveur de l'ouvrir, une apparition improbable, et le reste du temps, devant me contenter d'une caresse, d'une petite tape affectueuse, spat spat, celle qu'on donne au gentil toutou lorsqu'il mendie un peu de tendresse. « Comment vas-tu, petit ?» en frétillant de la queue. « Oh, le bon gros, comme il est amusant. Voilà un peu de museau vinaigrette pour lui. Mais il va tâcher le plancher du salon. Mais non, il ne va pas. Il n'y a qu'à le lui laisser manger à même le papier, dans un coin de sa chambre, sous le portrait de Solange. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Rien à craindre. Il n'est pas dangereux. Et même, si on est gentil avec lui, il s'attache. » Mais où donc voulait-on en venir? À quoi rimait toute cette mascarade? Solitude des fanfreluches? Néant des placards? Ni la tarlatane, ni le strass, ni les paillettes, encore moins le papier crépon. J'avais enfin le courage de refuser la pauvre parodie qui m'était offerte gratuitement par la maison Cloret et compagnie. Les premières lumières devaient commencer à s'allumer en ville, dans les vitrines, sur les boulevards, dans la maison de Paolina Semilionova. Les collégiennes faisaient leurs devoirs sous la lampe, en s'arrêtant de temps en temps pour se caresser avec des gestes vagues.
et les petites filles en chemise de nuit jouaient à des jeux connus d'elles seules, dans les armoires qui sentent le sommeil et la mort, entre les boules de naphtaline et les peignoirs de soie. Quand j'ai ouvert la porte de la cuisine, j'ai eu envie de pleurer en promenant mon regard sur cette pièce sinistre, à moitié plongée dans la pénombre, vide, complètement abandonnée, avec ses meubles minables à l'air louche, comme si chacun avait caché le cadavre d'une femme coupée en morceaux, la table dégueulasse où traînaient encore des restes du repas de midi, la vaisselle sale baignant dans une eau grasse. L'évier était bouché, mais ni ma maman ni moi ne trouvions l'énergie suffisante pour le réparer ou faire venir un plombier. Il n'y avait rien à faire. Je ne pouvais m'empêcher de sangloter, comme si nous étions déjà tous morts. Ma maman, Polly, Solange, Monsieur Cloret, moi-même. Nous avions tous disparu sans laisser de traces. Nous n'étions même plus une musique insignifiante dans l'air, une chansonnette, un refrain, rien. Pas même un sifflotement. Nous avions vécu, si on peut appeler ça vivre. Nous avions fait quelques gestes, dansé le rigodon, et bonsoir, c'était fini, on n'en parlerait plus. Je me suis dirigé vers le frigidaire, sans très bien me souvenir pourquoi. Il m'arrivait souvent de me demander ce que signifiaient mes propres gestes, comme si je n'avais fait qu'imiter Solange, là-bas, très loin, bien au-delà des miroirs ternis, et les paroles que je prononçais sans conviction, la plupart du temps, elles aussi n'avaient qu'une saveur fade, vaguement écœurante. J'avais de plus en plus l'impression d'être un de ces malades qui ne savent que ressasser désormais les mêmes lieux communs et les malaxent jusqu'à ce qu'ils aient perdu toute signification, sans doute parce qu'ils ne se sentent en sécurité que dans cette région où l'on ne fait plus qu'attendre la mort, au milieu des visages décolorés, insipides, sans la moindre tendresse, penchés parfois au-dessus des draps sales, dans la puanteur de l'urine et de l'éther, avec des gestes de somnambule. Je savais bien que jamais, même si notre entrevue devait s'éterniser des siècles, au lieu de ne durer que depuis 2 ou 3 mois, ou peut-être au mieux quelques semaines, ou quelques jours, ou quelques heures, ou quelques secondes, ou quelques dixièmes de seconde, il n'y aurait le moindre accord entre M. Cloret et moi, ni les couleurs, ni les voix, rien que cette haine qui grandissait sans cesse, incontrôlable, stridente, délicieuse. Lentement devant moi naissait l'image de Polly, lentement ses gestes sous les miroirs. 40 kilos et si fragile, et si brûlante sous ses vêtements. Neige. Et moi j'étais là, sans personne à qui me plaindre ou me confier, près de 4 fois plus lourd qu'elle. Je m'appelais, à cette époque, Jérôme Boche. Et pas une épaule pour y appuyer ma tête un peu trop grosse, disaient certains. Je m'appelais, à cette époque, Jérôme Boche. L'enfoncer dans l'épaule et pleurer. C'est ainsi que l'on fait, paraît-il, quand on a du chagrin. À cette époque, il m'arrivait de passer des journées entières, à moitié enfoui dans le frigidaire, pour y attraper des noix, mais cela ne faisait pas s'écouler les jours plus vite. Cela ne débouchait pas l'évier. Cela ne redonnait pas un peu de joie de vivre à Solange. Pas une seule épaule. Pas le moindre petit morceau de chair. Et pourtant, ces années-là, mon nom était Jérôme Boche. Je m'appelais ainsi. J'habitais 27 rue des Papillons Blancs, au 4e étage, porte droite. Pas par rapport à l'ascenseur, car il n'y avait pas d'ascenseur. Il n'y avait qu'un escalier, un peu vieillot en bois, pour remplacer l'ascenseur, justement. Je tiens à donner ces précisions pour ceux qui, les cardiaques notamment, ou les obèses, mes frères, tiendraient à venir me rendre visite. Car je n'habite plus ici depuis belle lurette. Et puis, d'ailleurs, il n'y a plus ni escalier, ni ascenseur, ni papillon, ni rien. Et à vrai dire, du temps que j'habitais là, personne ne venait jamais me voir. Donc, cette parenthèse est tout à fait inutile. À sucer des glaçons, me disait-on quand j'étais petit, on obtient l'amour. J'avais bien retenu la leçon. Petit garçon docile? Oui. À sucer des glaçons, moi, là, Jérôme Boche, pour faire passer mon chagrin, a réprimé un hurlement de douleur, car les glaçons me faisaient horriblement mal aux dents et me brûlaient les lèvres. À pleurnicher parce que rien ne venait, parce que je n'arrivais pas à poser mon visage contre le con de Polly quand elle sortait de l'école et qu'elle était en transpiration parce qu'elle avait descendu les escaliers 4 à 4. Monsieur Cloret allait mourir. Je ne savais pas quand exactement, mais ce dont j'étais sûr, c'est qu'il allait mourir. Tous l'avaient décidé pour moi. Les glaçons qui fondaient lentement dans ma bouche en y laissant le goût fade et délicieux du crime, mon chandail en mohair gris qui,
malgré ses efforts désespérés, ne parvenait pas plus que son prédécesseur à s'entendre avec la cravate rose bonbon. Polly, complètement nue devant son miroir maintenant, et dont je respirais sans joie l'odeur trouble de sueur et de lavande. Solange dans ses habits de reine, et ma mame, qui devait boire son 6e pastis en racontant ses malheurs. Tout avait commencé par cette odeur de gaufrette, excessive, enivrante, et cette envie irrésistible qu'elle me donnait de pleurer et de saisir en même temps violemment ma queue à 2 mains pour me branler. Monsieur Cloret ne pouvait pas comprendre cela, lui qui prétendait avoir renoncé une bonne fois pour toutes à tous les plaisirs, même les plus innocents, et c'est pourquoi il allait mourir. Peut-être que là-bas, dans ce royaume dont il me parlait avec des larmes dans la voix, il retrouverait son fils, son petit Ferdinand adoré, et qu'il nous foutrait enfin la paix à nous, les pauvres gens, qui n'avons rien demandé. Oui, c'était la faute des gaufrettes chaudes, j'en étais sûr maintenant, et même Solange n'aurait pu arriver à me prouver le contraire. J'ai ouvert en grand la fenêtre de la cuisine pour les respirer à loisir, jusqu'à défaillir. Je sentais une atroce brûlure dans mon bas-ventre, un désir de printemps, un désir de Polly, une envie vague de mourir, de ne plus être Jérôme Boche. Et l'eau des glaçons continuait à couler lentement dans mon gosier, lentement, et l'idée du meurtre coulait aussi en moi, tiède et douceâtre, triste comme une liqueur, envoûtante comme la musique que ma maman m'emmenait écouter, autrefois dans le parc, sous les feuillages, tandis que là-bas, devant sa glace, Paolina Semilionova s'était mise à se caresser, vautrée sur ses vêtements, avec une certaine réserve d'abord, se contentant d'effleurer la pointe des seins, légèrement brunâtre, et les aisselles, puis s'enhardissant un peu plus bas, encore plus bas, se déchaînant, se tortillant, se contorsionnant dans un clapotis de con trempé, réprimant ses cris pour que M. Cloret ne l'entende pas, M. Cloret qui commençait à s'impatienter et que j'entendais appeler avec la petite voix plaintive d'un enfant perdu dans le noir. « Jérôme, Jérôme Boche, où êtes-vous? Où êtes-vous? Répondez-moi, mon petit, s'il vous plaît. »« J'arrive, M. Cloret, ne vous inquiétez pas, j'ai seulement un peu de mal à retrouver les noix. Je suis à vous dans une seconde, promis. » J'ai refermé la fenêtre de la cuisine et j'ai ouvert fébrilement ma braguette. J'étais tellement excité que j'ai fait sauter un bouton. Je sentais qu'il fallait que je jouisse en même temps que Polly, qu'il ne fallait surtout pas résister à l'appel qu'elle me lançait du fond de sa solitude. Je devais faire vite avec ma queue pour rattraper le temps perdu, vite, vite, car Polly, maintenant, avait perdu toute retenue. Elle faisait des sauts de carpe devant sa glace, en gloussant, ses petites cuisses blanches si émouvantes, dressées vers le plafond, comme 2 anges au mouvement mystérieux. Je suis revenu vers le frigidaire, j'ai ingurgité à la hâte quelques glaçons, j'ai supplié Polly de m'attendre, je lui ai crié que je l'aimais plus que tout au monde, plus que Solange, plus que le museau vinaigrette. J'ai décapsulé un pot de yaourt à la framboise et j'ai commencé à me branler. J'avais peur que Polly ne jouisse avant moi. Elle hurlait si fort qu'il me semblait que jamais plus elle ne redescendrait. Elle avait rejoint les anges peints sur les plafonds des cathédrales, dans la lumière rose et bleue. Elle resterait pour toujours accrochée dans les arbres, toute chaude, humide et molle, moitié nuage, moitié feuillage, vibrant au plus infime souffle de vent, respirant toutes les effluves de la terre. Alors, mon foutre a giclé, gluant, inutile, presque froid déjà, désespérément identique à ce qu'il avait toujours été et à ce qu'il serait toujours, même après ma mort. Car j'ai toujours eu la conviction que, même dans mon cercueil, il m'arriverait de temps en temps d'avoir une petite érection. La substance même de Jérôme Boche, sa laideur, sa solitude, réduite à quelques gouttes blanchâtres et visqueuses, son néant. J'ai remis soigneusement la capsule sur le yaourt. Après tout, pourquoi le jeter? D'ailleurs, maman aurait la très grande joie d'avoir au dîner, ce soir, un dessert un peu particulier. J'en riais d'avance. Cela me vengerait de sa trahison, car je savais fort bien qu'elle était de mèche avec M. Cloret, et qu'elle n'avait qu'un seul rêve, qu'elle caressait obstinément depuis des années, ne plus m'avoir à sa charge et se débarrasser une bonne fois pour toutes de moi. M. Cloret et son usine de fleurs en papier crépon, c'était la providence. Eh bien, elle allait voir, la mère Boche, ce que j'allais en faire de son M. Cloret. Et au dessert, tout à l'heure, elle aurait une belle surprise en mangeant son yaourt à la framboise. J'étais sûr que Solange m'approuverait, elle qui savait prendre la vie comme il convient, à la blague, et qui m'avait toujours accepté, tel que j'étais,
avec mes 150 kilos et ma petite cervelle. Malheureusement, peut-être que finalement ma maman ne se rendrait compte de rien, car elle aurait trop bu. Je me suis mis à pleurnicher en rassemblant à grand-peine les noix qui avaient roulé sur le plancher, tant j'avais secoué le frigidaire. Je voyais Polly, tout près de moi, si près que j'aurais pu la toucher. Elle s'essuyait tranquillement, détendue, presque radieuse, avec une grâce infinie, et j'ai éprouvé une brève flambée de jalousie pour le linge qu'elle tenait dans sa main, ce sale morceau de tissu qui, en quelques secondes, sans aucun mérite particulier, avait eu accès à ce que je convoitais en vain depuis des années. C'était à pleurer de rage. Je me suis relevé péniblement, car j'avais enfin réussi à rassembler les noix qui étaient allées se promener un peu partout dans la cuisine, histoire, sans doute, de voir du pays. Certaines même, les imbéciles, avaient roulé sous les meubles et étaient pleines de poussière. Je les ai grondées, gentiment mais fermement. « Ce n'est pas moi qui vous nettoierai, petite conne. Vous n'aviez qu'à ne pas vous échapper. Parfois, je me demande vraiment ce que vous avez dans la cervelle. Aucune de vous ne peut savoir ce que c'est d'être Jérôme Beauche. Aucune, même la plus généreuse, la plus intelligente, la plus subtile. Bande d'andouilles. Aucune ne le saura jamais. Et je traînerai jusqu'à ma mort ce nom idiot, anonyme. Cette carapace inutile avec ses fonctions répugnantes. Manger, boire, dormir, pipi, caca, branlette. 4 fois plus lourd que Polly, sans la moindre grâce. Une tortue géante que des marins ivres se sont amusés à mettre sur le dos et qui remue en vain ses grosses pattes squameuses. Une chose bizarre, pas morte, pas vivante, engluée dans le mépris gentil des gens qu'on appelle normaux, comme dans un crachat gigantesque. Oh, s'ils avaient su combien je haïssais leur écœurante bonté, combien j'aurais voulu les étrangler, un par un, de mes propres mains. Ils n'auraient jamais osé me regarder en face. Même Madame Parnot, qui croyait me faire plaisir en m'offrant de temps en temps du museau vinaigrette, oui, plusieurs vies n'auraient pu me suffire pour assouvir ma haine. Car Solange avait raison de le répéter obstinément. Je comprenais bien les choses, et peut-être plus que certains qui me regardaient avec une bienveillance un peu méprisante. Même M. Cloret s'en était rendu compte. Aucun de ceux qui prétendaient m'aimer ou me comprendre n'était Jérôme Beauche depuis plus de 40 ans. Et moi, malheureusement, si. Solange me disait souvent qu'il ne fallait pas en vouloir aux autres d'être Jérôme Beauche. Ce n'était pas de leur faute. Mais là, pour une fois, je n'étais pas d'accord avec elle. C'était à cause d'eux, justement. C'était à cause de gens comme M. Cloret ou ma maman, qui ne m'aimaient pas, mais qui me supportaient en rêvant secrètement de se débarrasser de moi, que j'étais Jérôme Beauche. Sinon, j'aurais pu être Polly, ou un général du temps de la guerre de Sécession, ou bien encore un cheval ou un arbre. Le plus révoltant, c'était d'imaginer que j'aurais pu être Polly, légère comme elle, tout à fait insouciante, 40 kilos de grâce, d'harmonie, de chair blanche, de plumes, un ventre plat, des cuisses minces, aucune angoisse, aucun rêve malfaisant. En caressant ce rêve, j'avais l'impression d'être encore plus lourd que d'habitude, presque inerte, déjà à moitié pourri, plein de terre, avec du sable et des cailloux dans la bouche. Certains matins, il m'arrivait de me réveiller et de ne plus savoir pendant quelques secondes qui j'étais. Ma chambre baignait dans une lumière radieuse et sereine. C'était le jour des mimosas. Je buvais du vin blanc avec Solange. Les meubles, les murs semblaient m'accepter enfin. Peut-être même m'aimaient-ils. C'était le jour des mimosas. Les tramways glissaient sans bruit dans l'air froid. Et puis, brusquement, je me levais. Je me retrouvais sur mes 2 jambes, oscillant comme un mourant que l'on force à marcher. Alors toute joie disparaissait. Je redevenais peu à peu Jérôme Beauche, enfermé dans sa prison de la rue des Papillons Blancs, au milieu de couleurs discordantes, d'objets agressifs et coupants, tâtonnant dans la pièce comme un aveugle qui vient de retrouver la lumière du jour et se met à hurler parce que le monde qu'il découvre le terrifie. Solange me disait parfois que tout le monde connaît ce genre de sensation. Mais je lui répondais que, jusqu'à nouvel ordre, je n'avais jamais été autre chose que Jérôme Beauche, et que par conséquent, j'étais le seul à ressentir cette souffrance parmi des milliards d'individus. C'était ma souffrance, et personne n'avait le droit de me la voler. Nul ne la partageait avec moi, donc nul ne pouvait en parler, même pas elle, Solange. Car Solange était Solange et pas Jérôme Beauche, malgré tous ses efforts et sa gentillesse. Un seul l'était, un seul, moi. J'ai regardé les noix en criant très fort. Moi! Elle ne bougeait plus.
Elle n'avait plus la moindre envie de me fausser compagnie. Le savon que je leur avais passé s'était avéré fort efficace. Ce qui prouve bien qu'il y a des moments où, contrairement à ce qu'affirmaient les partisans de la mansuétude, la fermeté est payante. Elles étaient toutes là, sagement réunies dans le bol en faïence bleue, comme des écolières prises en faute sous le regard d'un surveillant général indulgent, mais sévère. « Me voilà enfin, monsieur Cloret. Excusez-moi si je vous ai fait attendre, mais je n'arrivais pas à retrouver le casse-noisette. Vous savez, ma mame est si méticuleuse, si méfiante, que souvent, elle cache les ustensiles de cuisine dans des endroits connus d'elle seule. Des fois, elle les cherche pendant des heures parce qu'elle ne se souvient plus de la cachette. » Monsieur Cloret a eu l'air soulagé de me retrouver dans un état d'esprit aussi favorable. Il sentait de plus en plus la sueur et l'huile rance. J'avais une folle envie de le zigouiller là, dans son fauteuil, d'un seul coup, mais je me suis dit que finalement, je tirerais un plaisir bien plus grand si je faisais traîner les choses en longueur. De toute manière, je ne risquais guère d'être pris sur le fait par ma mame, car lorsqu'elle sortait, elle en avait à chaque fois pour plus de 2 heures. Il y avait bien une dizaine de bistrots dans le quartier, et dans chacun, elle passait un quart d'heure au moins. Monsieur Cloret m'a dit d'une voix suave qu'il avait réfléchi sérieusement pendant que j'étais à la cuisine, qu'il en était arrivé à la conclusion que vraiment, je commettais une erreur monumentale en repoussant sa proposition. « Méfiez-vous, Jérôme, l'histoire ne repasse jamais les plats. Vous risquez de ne jamais retrouver de votre vie un travail aussi passionnant, aussi adapté à votre sensibilité d'artiste que celui que je vous offre. Et puis, n'oubliez pas une chose, il y a de plus en plus de chômage en France à l'heure actuelle. Ce matin, 2 jeunes gens sans emploi ont essayé de se suicider par le feu, alors que vous faites la fine bouche. » Je n'ai rien répondu à M. Cloret. Je n'avais plus la moindre envie d'opposer des arguments aux siens. Pour moi, le problème était réglé, définitivement. Dehors, la lumière était verdâtre. Maintenant, très douce, presque indécente, et l'on sentait le temps tiédir derrière les vitres, comme si l'été n'était pas très loin, avec ses feuillages sombres vers le soir, bruissant d'insectes et de rires, ses kiosques à musique perdus dans les araucarias. Des araucarias, mais oui, loin des allées ratissées avec un soin mesquin, loin des pelouses bien arrosées, funèbres, avec leurs odeurs d'herbes chaudes, coupées trop tôt, leurs relents de vie fanée, irrémédiablement gâchés. J'ai failli avouer à M. Cloret que j'avais envie de pleurer, rien qu'en regardant la lumière d'avril à travers les vitres, mais j'ai eu peur qu'il se moque de moi en me traitant de fillette, de pleurnichard incorrigible, avant de se remettre à parler de son petit Ferdinand et du royaume des cieux, unique consolation pour les affligés. Il semblait plein de rancœur contre moi, sans doute parce que j'étais resté un peu trop longtemps à la cuisine. Peut-être m'avait-il espionné pendant que je me branlais dans le frigidaire. C'était bien le genre de type à parler sans cesse d'amour et d'humanité, de fraternité universelle, de point oméga, de fin de l'histoire, et à regarder par le trou de la serrure pour vous prendre en défaut, ou même, éventuellement, se donner un peu de bon temps. Je lui ai adressé un grand sourire en lui tendant les noix, et il a fui mon regard, comme s'il avait eu honte de moi, ou de lui, je ne savais pas. Toujours sans parler et sans me regarder, il a commencé à casser quelques noix, tout en jetant de temps à autre des coups d'œil inquiets derrière lui. « Qu'y a-t-il » lui ai-je demandé. « Vous n'avez pas l'air du tout dans votre assiette. Un malaise ? Il fait peut-être trop chaud ici ? Vous voulez que j'ouvre la fenêtre ?» Il m'a fait signe que non de la main. Il a péniblement repris sa respiration, comme s'il sortait d'une crise d'asthme, et il m'a expliqué en avalant ces mots qu'il éprouvait la sensation bizarre d'une présence dans son dos, une présence hostile, quelque chose d'immonde qu'aucun mot ne pourrait parvenir à définir. Bref, il avait l'impression de courir un immense danger. Il valait mieux qu'il parte. J'ai essayé de le rassurer en lui affirmant qu'il n'y avait que lui et moi dans la pièce, et personne d'autre, absolument personne. Solange n'était pas à la maison. Nous n'étions vraiment que tous les deux, M. Cloret et Jérôme Boche. Jérôme Boche et M. Cloret. Il n'y avait donc rien à craindre. Je me suis mis à rire. À moins que Solange ne soit rentrée sans qu'on l'entende, mais cela m'étonnerait. Bien qu'elle soit d'une discrétion comme on n'en fait plus, elle sait très bien ne pas se faire oublier lorsqu'elle est là. Car Solange, c'est Solange, n'est-ce pas, M. Cloret ? Il m'a demandé humblement d'avoir la gentillesse de changer de sujet de conversation. Il avait vraiment l'air de se sentir de plus en plus mal. La sueur coulait sur son visage exsangue et allait se mêler aux poils blonds sales de sa barbe. Je regardais avec dégoût le crin jaunâtre devenir poisseux
On aurait dit une poupée de cire qui fond lentement à la chaleur avec une odeur répugnante. Oui, monsieur Cloret. Solange, c'est Solange, n'est-ce pas? Il s'est brusquement levé de son fauteuil, comme si tous les ressorts venaient de céder d'un seul coup, et il s'est agenouillé devant moi en sanglotant. De ses petites mains roses et boudinées, il étreignait le bas de mon pantalon. Je lui ai demandé courtoisement d'avoir la gentillesse de laisser mon pantalon tranquille. C'était ma maman qui l'avait repassé soigneusement ce matin, et il devait respecter son travail. Il m'a supplié de ne plus prononcer le nom de Solange. Cela, il ne pouvait pas le supporter. C'était au-dessus de ses forces. Et puis, Jérôme, puisque je sens bien que tout est fichu pour moi maintenant, autant vous l'avouer, je n'ai jamais eu de fils. Ferdinand n'existe pas. Mais je me sens si seul, vous comprenez? Vous comprenez, n'est-ce pas? Il n'y a jamais eu ni Merlan, ni arête, ni gosier, ni traité sur les mœurs amoureuses des iguanes. Du vent, tout ça. Pourtant, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, parfois au milieu de la nuit, il m'arrive de me réveiller en sursaut et de me mettre à éclater en sanglots en pensant au petit cercueil de Ferdinand. Il est si petit, un cercueil de poupée, en bois ordinaire. C'est là qu'ils ont mis mon fils, Jérôme. Vous ne pouvez pas savoir. Vous n'avez jamais eu d'enfant. C'est si fragile un cœur de père, surtout quand son fils n'est qu'un fantôme qu'il ne parvient jamais à étreindre. J'ai eu très vite l'impression, en vous voyant, que je ne sortirais pas d'ici vivant, que vous aviez signé mon arrêt de mort. Je n'ai plus tellement peur maintenant, mais je vous en supplie, Jérôme, faites vite, je suis fatigué. Surtout qu'il n'y ait pas de sang. Je n'ai jamais pu supporter la vue du sang. J'ai aidé M. Cloret à se relever. Je l'ai assis dans son fauteuil comme une marionnette de chiffon, et j'ai desserré le col de sa chemise et sa cravate, son ignoble cravate rose, qui ne me faisait plus peur maintenant. Un pauvre morceau de tissu sans grâce, presque pitoyable, un bout de chiffon dérisoire sans aucun pouvoir maléfique. Je lui étais supérieur en tout, je le savais maintenant, mais je n'en éprouvais aucune joie. M. Cloret était entièrement à ma merci, et il ne me restait plus qu'à décider du moment exact où j'allais le mettre à mort. Il avait les nerfs si fragiles que j'avais presque pitié de lui. Il n'arrivait pas à reprendre la situation en main. Il transpirait de plus en plus abondamment. Les cheveux collés sur le front, la barbe poisseuse, il respirait de plus en plus difficilement, comme s'il était au bord de l'étouffement. Il a resserré sa cravate et reboutonné son col, en s'efforçant vainement de singer une dignité à laquelle lui-même ne croyait plus. Puis il m'a regardé d'un air las, en s'épongeant avec un mouchoir à carreaux un peu sale, qui a laissé une traînée grisâtre sur son front. « Vous avez perdu un bouton à votre braguette », a-t-il balbutié timidement. Il m'a semblé qu'il y avait de l'agressivité sous cette constatation banale. Peut-être essayait-il sournoisement de m'humilier pour reprendre le dessus et me faire oublier son attitude peu glorieuse de tout à l'heure. J'ai eu envie de lui demander s'il m'avait espionné, il y a quelques minutes, pendant que je me branlais dans le pot de yaourt, mais je me suis contenté de lui envoyer une magistrale paire de gifles qui l'a presque fait tomber de son fauteuil. Il m'a jeté un regard de bête prise au piège, à la fois suppliant et résigné. « Voilà », lui ai-je lancé sèchement. « Maintenant vous êtes fixé. Ce n'est pas derrière vous, mon cher, qu'il y a un danger terrible, mais devant vous, à quelques centimètres devant vous, tout près. Et oui, monsieur Cloret. Et sachez que dorénavant, les questions, c'est moi qui les pose. » Solange disait souvent qu'il n'y a rien de tel que quelques bonnes paires de gifles bien appliquées pour remettre les idées en place. N'ayez pas peur. Allons, monsieur Cloret. Solange ne va pas arriver, pas pour le moment en tout cas. Et d'ailleurs, vous savez aussi bien que moi que le spectacle de la mort ne l'a jamais particulièrement réjoui. Par exemple, je suis absolument sûr qu'elle n'aurait guère supporté de voir votre nez saigner comme il le fait actuellement. Voyons, essuyez-vous. Pensez que votre Dieu vous regarde là-haut et qu'il vous aime. Monsieur Cloret a porté la main à son visage et s'est mis à pousser plusieurs petits cris ridicules, assez semblables à des jappements de chiots. Pas de sang, Jérôme. Je vous avais dit pas de sang. Je sentais bien qu'il n'avait plus la moindre envie de mourir maintenant, malgré sa lassitude infinie. Il s'est mis à marcher à quatre pattes en direction de la porte. Il faut que je vous avoue autre chose. Vous avez vu juste tout à l'heure, lorsque vous avez eu l'impression que je n'aimais personne. C'est tout à fait exact. Il y a bien longtemps que mon propre visage me fait horreur, et celui des autres hommes. Je n'ai jamais aimé personne. J'ai vécu dans un désert. Pas un seul instant de bonheur. Pas une seconde je n'ai eu l'impression d'être vivant. Et pourtant, j'ai plus de 60 ans. Dieu, bien sûr,
Vous vous en doutez, je n'y ai jamais cru, mais je fais semblant, ça m'aide un peu. Comprenez-vous ce que veulent dire ces 5 mots, Jérôme? Je n'ai jamais vécu. Exactement comme si l'on m'avait arraché du ventre de ma mère pour m'enfermer aussitôt dans mon cercueil. Il s'est essuyé le nez du revers de la main, puis il a continué à ramper vers la porte. Je faisais semblant de le laisser faire pour mieux l'agripper lorsqu'il atteindrait le loquet. Sans doute essayait-il, en jouant la sincérité, de m'attendrir, de me prouver que nous étions 2 complices dans le malheur. Mais il abattait son dernier atout en vain. Je n'étais pas dupe de sa nouvelle métamorphose. Oui, Jérôme, mon petit enfant, vous avez un peu le même don que moi. Vous savez lire dans le cœur des hommes. Vous y devinez leurs secrets les plus honteux, ceux qu'eux-mêmes n'osent pas s'avouer. Nous sommes 2 hommes de verre, tous les 2, absolument transparents l'un pour l'autre. Et c'est bien pourquoi je suis persuadé que nous ne sommes pas faits pour nous combattre, mais pour nous entendre. Quand il s'est redressé pour atteindre le loquet de la porte, j'ai bondi sur M. Cloret, avec une rapidité dont il ne m'aurait sans doute jamais cru capable. Sans le regarder, j'ai mis tout doucement mes mains autour de son cou et j'ai serré lentement, très lentement. Il ne s'est pas débattu. Il a juste émis un petit couinement plaintif qui m'a paru tellement drôle que j'ai éclaté de rire. J'ai ouvert en grand la fenêtre, car j'avais une envie folle de respirer l'odeur des gaufrettes chaudes. Mais elle avait disparu. Elle s'était évanouie dans l'air si doux, presque soyeux. Alors je me suis mis à pleurer en appelant Polly à voix basse, plusieurs fois de suite, sans espoir de réponse.